D'après le Larousse, l'ambiance désigne l'ensemble des caractères définissant le contexte dans lequel se trouve quelqu'un ou un groupe. Le dictionnaire donne pour synonyme des mots comme atmosphère ou climat. C'est un terme que vous avez sûrement déjà entendu. Par exemple, quand on dit c'est un roman à ambiance. Mais ça veut dire quoi concrètement, un roman à ambiance? Et comment peut-on la mettre en place, cette ambiance? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode du podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode à la croisée des plumes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Embrun pour parler de l'ambiance d'un roman et comment la mettre en place. Bonjour Charlotte. Bonjour Nina. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup pour ton invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, alors je suis Charlotte Embrun. Je vis à Aix-en-Provence et je suis l'autrice de 2 romans publiés et d'un 3e qui va l'être là dans les semaines qui viennent. Et à côté de ça, je tiens le blog La Parenthèse Imaginaire qui va bientôt avoir 10 ans et qui parle d'écriture et de créativité. Félicitations pour cet anniversaire. Pas encore tout à fait, mais bientôt. C'est un super blog, je mettrai le lien en description de toute façon, il y a plein de conseils d'écriture très utiles. Merci. Oui, donc tu es connue pour 2 publications, bientôt 3. Le Royaume sans ciel qui est sorti chez Magic Mirror Éditions en 2021 et donc Redstone qui est une duologie chez Big Bang. Le premier tome, il est sorti en 2023 si je dis pas de bêtises. Le tome 2 va bientôt sortir. C'est ça. À noter que Redstone, il a gagné le concours organisé par Big Bang qui était marrainé par Margaret Rogerson. Donc un grand bravo à toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter tes romans et pourquoi pas, si tu veux, revenir sur leur genèse? Alors, Le Royaume sans ciel, donc comme tu l'as dit, il a été publié par Magic Mirror en 2021. Et sa particularité, c'est que c'est une réécriture de contes qui réunit 3 contes différents dans une seule histoire. Du coup, les contes revisités sont Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge et Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai tissé en fait les différents codes, les différentes figures de ces contes-là pour en faire une intrigue à part entière et un univers à part entière. Et en fait, c'est le 2e roman que j'ai écrit, puisque le tout premier, c'était Redstone, donc le premier tome de la duologie, que j'ai écrit quelques années avant et qui a gagné, donc comme tu l'as dit, le concours Big Bang. Et voilà, et du coup, dans la foulée des corrections éditoriales du premier tome, j'ai écrit le 2e tome qui s'appelle Dark Abyss, et voilà, qui va sortir incessamment sous peu. Tu l'avais déjà révélé, le titre du premier tome, ou c'est une exclusivité? Du 2e, Ouais. écoute, je l'ai pas révélé, non, Ah, mais il a déjà été inscrit en fait sur des sites de notes, ce genre de choses, donc j'estime que c'est pas trop, c'est pas trop un secret. bah, moi, je t'avais découverte avec le Royaume sans ciel et j'avais eu un vrai coup de cœur, je m'en souviens. Parce que, enfin, déjà, la qualité de ta plume, de l'intrigue, et puis l'exercice déjà de la réécriture de contes, c'est pas forcément évident. Mais alors là, en faire 3 contes à la fois, c'est franchement chapeau et ça se faisait vraiment, ça se mélangeait naturellement, quoi. Donc j'avais adoré cet aspect-là aussi. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire cette réécriture, quoi. L'idée de créer vraiment une seule histoire à partir de plusieurs contes qui sont assez différents les uns des autres, en fait, hein. C'était vraiment cette idée-là qui me plaisait dans ce projet. Bah, à la rigueur, tu peux dire que Blanche-Neige et le Petit Chaperon Rouge, c'est des contes Oui. assez traditionnels, mais Alice au Pays des Merveilles, c'est un univers qui est très particulier, ça a été écrit plus tardivement. Et non, tu arrives vraiment à retranscrire aussi la patte un peu de Carole, tu vois, dans ce monde un peu étrange, absurde, et le lien que tu fais entre les différents univers sont très intelligents, je trouve. Merci beaucoup. Après, ce qui est cool dans les contes, c'est qu'il y a toujours des sortes
d'objets ou de symboles qu'on retrouve, comme le miroir, par exemple, qui est Mmh. présent dans Blanche-Neige et dans Alice. Ah oui, du coup, le lien, il était, ouais, c'est vrai, assez évident, mais quand faut vraiment avoir quand même l'intelligence de le saisir et d'en faire quelque chose, quoi, de concret, quoi, qui permet une intrigue, quoi. Bah, c'est gentil. Du coup, bah, on va revenir au cours de notre discussion sur tes romans automatiquement. Mais avant de finir ta présentation, je voulais te demander, est-ce que tu as un roman préféré ou, comme parfois c'est dur de choisir, est-ce que tu as un dernier coup de cœur littéraire à nous partager? Ah, un roman en tant que lectrice. Oui, Alors non, j'ai pas de roman préféré parce que je trouve que bah, déjà j'adore lire et il y a tellement d'histoires qui sont géniales et très différentes à la fois que ce serait trop difficile de faire une sélection. Moi, je lis beaucoup de fantastique et ces dernières années, j'ai un faible pour les histoires young adultes qui vont avoir un univers très enchanteur avec beaucoup de merveilleux et en même temps une part un peu sombre comme La Basse Miroir, Sorcery of Thorn, Le Faiseur de rêves, ce genre de livre. Et sinon, j'aime beaucoup Le Parfum de Suskind. Alors, je sais qu'on le classe souvent comme un thriller historique. Pour moi, c'est un peu de l'imaginaire. Après, c'est que mon avis. Pour moi, c'est vraiment un roman qui a comme une sorte ouais, de fable un peu. Pour moi, il y a une part d'imaginaire dans ce livre et j'aime beaucoup son esthétique. Voilà, le monde des odeurs, le personnage de anti-héros de Grenouille qui est à la fois complètement antipathique et fascinant à suivre. Et sinon, en récent coup de cœur, j'ai beaucoup aimé Du thé pour les fantômes, qui est très j'ai adoré. inclassable. Toi aussi? Ça a été un coup de cœur. Ouais, je l'ai lu en février et franchement, un vrai coup de cœur. Ma meilleure lecture de l'année pour l'instant. Ah cool. Et c'est vrai que bah il y a un univers, une atmosphère vraiment singulière, je trouve. C'est vrai que c'est difficile à classer. En plus, moi, je suis allée dedans un peu à l'aveuglette, tu vois, sans Mhm. savoir trop de quoi ça parlait. Et pour le coup, il y a une atmosphère, une ambiance là Oui, c'est aussi. ça. On est vraiment et le système de magie en fait, c'est ouais, c'est une sorte de magie par rapport à ces différents thés, les Oui, personnages, l'histoire familiale, mais du tout, ça fait un mélange mais savoureux quoi. J'ai adoré. oui. Bah, je pense que c'est une sorte de réalisme magique, mais C'est niçois, ça, si oui. on peut dire. Oui. Ah bah moi du coup ça m'a un peu dépaysée parce que moi je suis pas du tout du sud de la France. Et oui, c'est vrai, ouais. Oh ouais, j'adorais. Du coup, je vais bientôt lire les autres titres qu'elle a fait, l'autrice. Donc, c'est Chris Vuklizevic, si je n'escorche pas trop son nom. Je Euh, pense. elle a fait Dernier jour d'un monde oublié et elle a fait aussi une romantaisie sous le nom d'Ada Vivalda, je crois, qui s'appelle Porcelaine sous les ruines, qui a l'air pas super bien Oui. aussi. J'ai pas encore lu Pareil, non plus. donc j'ai eu passé de super retours. Donc Mm. j'adore quand je découvre un auteur, une autrice et j'ai vraiment un coup de cœur et j'ai envie de lire tout ce que la personne a fait, quoi. Et oui, c'est clair, ouais. Et pour le parfum, je l'ai pas encore lu, mais j'avais vu le film que j'avais adoré, donc ça m'avait Ah. beaucoup donné envie de lire le roman. Moi, j'ai même pas vu le film parce que je trouve que c'est une expérience tellement spéciale, le livre. Il y a des gens qui détestent, hein, Mm. mais que j'ai peur que ça puisse pas être retranscrit en film, en fait, que ce soit décevant, quoi. Dans le film, c'est la vue qui est plus utilisée Bah, c'est ça. bah, voilà. Alors pour retranscrire dans les odeurs, ça peut être possible avec sous forme littéraire, je trouve. Mm. Moi, j'avais bien aimé, mais c'était plus dans le personnage et l'intrigue, quoi, que dans le côté sensoriel automatiquement. C'est pour ça que je suis curieuse de lire le roman. Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces conseils de lecture. Je te propose de passer au vif du sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'ambiance d'un roman. Donc j'aimerais d'abord qu'on explique ce qu'on entend par l'ambiance d'un roman. Donc pour toi, Charlotte, c'est quoi un roman à ambiance et est-ce que toi, dans ton écriture, tu accordes de l'importance à l'ambiance? Alors oui, j'en accorde beaucoup. Déjà parce que moi, en tant que lectrice, je suis très sensible aux ambiances. Pas que en tant que lectrice d'ailleurs, en tant que bah, quand je regarde un film par exemple, moi je suis fan d'univers visuels très marqués comme Miyazaki, Tim Burton, certains films de Ang Lee, voilà. Et donc pour revenir à la lecture, c'est vrai que j'y suis vraiment sensible et du coup en écriture aussi, hein, c'est quelque chose que j'essaye de travailler. Après, je trouve que l'ambiance c'est extrêmement difficile à définir. Je suis J'ai d'accord. l'impression.
Ouais, t'as vu? Bah, c'est très Ouais. flou et ça recouvre pas mal de choses. Et pour moi, en fait, c'est le mélange entre plein de petits éléments comme la plume de l'auteur, les personnages, les liens entre eux, et puis surtout l'univers hein, dans lequel se déroule l'histoire. Et ce mélange, en fait, va créer une sorte de tonalité qui va être l'identité du livre, en fait. Et pour moi, il y a aussi cette notion de ressenti et d'impalpable, c'est-à-dire que l'ambiance, on la rationalise pas, on la ressent, en fait, quand on lit. C'est exactement ça. Quand on s'est mis d'accord pour faire, l'épisode sur ce sujet-là, Mmh. après coup, je me suis dit que pour le préparer, ça m'a mis dans une position vraiment de recul par rapport à ce que j'écrivais et je me suis Pareil. dit: «Mais, là» et j'ai dit: «Est-ce que c'est des choses que j'avais plus ou moins conscience, en fait, quand j'écrivais?» Et là, j'ai dit: «Mais comment c'est quoi l'ambiance de mes romans? Comment je l'ai mis en place?» C'était hyper intéressant comme exercice à faire, tu vois? Et pareil, c'est intéressant de rationaliser, d'essayer d'analyser quelque chose qu'on fait, en fait, sans y réfléchir. C'est ça et je pense que ça va être intéressant parce qu'on a chacune lu, des romans de l'autre et je pense que ça va être Oui. intéressant qu'on échange sur, bah, toi, comment tu as perçu ça dans mon roman? Parce que, Mmh. quand tu es auteur, tu as pas cet œil extérieur, qu'un lecteur, quoi. Donc je pense que ça va être intéressant, j'ai hâte d'apprendre tout ça. Mais c'est marrant parce que moi, comme je t'avais dit quand on a parlé du sujet du podcast, je trouve que tes romans, ils ont une ambiance assez forte. Et en fait, en y réfléchissant, je trouve que ceux qui ont l'ambiance la plus marquante, c'est bah, ton tout premier, La Bête au bois Oui. perdu, et ton Mmh. dernier, du coup, que j'ai lu récemment, qui est Miranda. Je trouve que les deux ont une ambiance incroyable. Merci. Celui que j'ai travaillé le plus consciemment, c'était La Mélodie des limbes, pour le coup Oui, aussi. aussi, oui. Et par contre, Le Reflet brisé, pas enfin, j'étais pas du tout dans ça. Je pense que c'est celui qui a le moins. C'est plus un roman, plus un côté un peu historique, de intrigue de cours. On est plus sur, les personnages et leurs relations que sur C'est ça. l'ambiance. Kirsten ou Kristen, je sais plus. Kirsten. Voilà, Kirsten prend toute la place, elle est tellement incroyable et charismatique que c'est elle qui fait toute l'ambiance en fait. Et ouais, moi, j'avais essayé du coup de définir, mais c'est un bien gros mot comme on l'a vu, c'était quoi une ambiance? Et j'étais venue à la conclusion que c'était ce qui permet d'immerger le lecteur dans l'histoire pour qu'il y soit vraiment investi et je voyais ça comme quelque chose qui va infuser. J'aime bien cette idée de quelque chose qui se fait dans le temps, le au fur et à mesure de la lecture, qui va infuser en lui et qui va le suivre même lorsqu'il a refermé le livre. Moi, c'est ça les ambiances qui me marquent, c'est que je suis encore dans le livre après l'avoir lu presque, tu vois? Complètement. Je trouve que c'est un des trucs dont on se rappelle le plus, surtout quand on lit de l'imaginaire hein, peut-être, mais après la Oui, c'est lecture, vrai. ça va être son ambiance. Parce que ça imprègne et comme je disais, ça rationalise pas en fait. C'est pas rationalisé, c'est plus du ressenti, donc ça touche presque aux émotions. Ah, c'est exactement ça et je pense qu'une ambiance qui est réussie, bah, c'est quand on peut associer un roman à son atmosphère, à son esthétique, quand on y pense. Parce que tu vois, par exemple, là, si j'ai un exemple qui me vient, Narnia. Si tu me dis Narnia, je pense Mhm. que c'est assez connu autant par les livres que par les films. Je pense automatiquement, tu vois, je pense à Narnia, je pense à un coin de cheminée, je pense au loukoum, chocolat chaud, je pense qu'il y a de la neige dehors, tu vois? Oui. Un air de flûte, de pan, etc. Et tout de suite, je pense à vraiment un imaginaire, une ambiance. Et je pense pour moi, c'est ça auquel je pense quand on parle d'une ambiance d'un roman, d'une œuvre. Mais c'est Et vraiment oui. difficile à définir, hein. C'est difficile à expliquer comment on peut créer une ambiance parce que c'est un ensemble de plein de choses, comme tu disais. Et c'est vraiment un ressenti de lecture, quoi. Hmm. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Donc on va voir comment on va se débrouiller pour en parler. On, on va essayer. Bah, justement, je voulais rebondir là-dessus. Donc, pour retranscrire au mieux une ambiance, faut la ressentir. Moi, je pensais déjà à la phase d'écriture, quand nous, on est en posture d'autrice. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai besoin de m'immerger moi-même dans l'ambiance de mon roman quand je fais mes sessions d'écriture. Ça me permet d'entretenir mon inspiration et il faut vraiment que je sois dedans, tu vois, dans cet univers, dans cette ambiance pour la retranscrire, je pense. Est-ce que c'est le cas pour toi ou pas? Oui, complètement. Complètement. Moi, je m'imprègne beaucoup de mes histoires. D'ailleurs, souvent, c'est une atmosphère ou un univers qui me donne envie d'écrire tel ou tel type d'histoire. Et c'est Mmh. vrai que je m'imprègne beaucoup, notamment avec de la musique. Je sais pas si c'est ton cas. Oui, pareil, ouais.
Où en fait, généralement, j'associe une musique ou même une playlist, souvent des musiques de films, hein, au roman que je suis en train d'écrire et je l'écoute énormément. Alors pas pendant que j'écris parce que moi j'ai besoin de silence pendant que j'écris, mais quand je pense à mon roman et surtout pendant la phase de préparation. C'est-à-dire que comme tu disais, je m'imprègne beaucoup je pense beaucoup à l'atmosphère du roman qui va venir et ça me permet de me plonger dans son atmosphère pour avoir envie de l'écrire et ça me donne des idées aussi de plans vu que je suis très architecte. Est-ce que du coup, t'as l'ambiance qui vient avant l'histoire et les personnages généralement ou non? Alors c'est un peu flou parce que moi c'est l'univers. Jusque-là ça a toujours été un univers en fait Donc qui, qui... c'est un tout quoi. Voilà, et pour moi j'englobe un peu, pour moi l'univers fait partie de l'ambiance, tu vois. C'est vrai, ouais. Surtout en imaginaire, quand tu vas Oui, créer un univers de toutes pièces, souvent, ouais, tu oui, peux associer une ambiance beaucoup plus marquée que quelque chose qui se passe dans le vrai monde, tu vois. oui, ouais, ouais, complètement. Mais je suis un peu pareil pour toi. Moi, j'ai aussi une phase avant. J'ai une phase déjà de recherche souvent dans mes romans, tu vois. Souvent, je vais lire ou regarder des œuvres qui sont similaires dans les thèmes ou les ambiances pour vraiment être dedans. Tu Oui, vois, en ce moment, j'ai envie de travailler une Dark Academia. Je suis en train de lire plein de Dark Academia parce que pour que ça entretient le terreau de mon imagination, tu vois. Je et sais. complètement. Il y a aussi des musiques, bon, pareil. Enfin, et je suis comme toi, je me fais une playlist de musique. Des musiques classiques ou des bandes originales de films parce que enfin faut pas qu'il y ait de paroles sinon ça me déconcentre parce que pour le coup moi j'écris en musique j'ai vraiment besoin de me créer une bulle en le silence je peux mais dans l'idéal je suis vraiment être plongée avec les cinq sens presque tu vois des fois limite je mets une bougie parfumée si j'ai une senteur qui ressemble un peu Pareil. il y a ça, enfin, si on reste dans les cinq sens, du coup, il y a bah, l'odorat avec les bougies, Louis avec la musique, avec la vue, bah, moi, je m'inspirais d'images sur Pinterest. Des fois, je me fais des Mm. tableaux Pinterest ou alors des photos que j'ai pris. Tu vois, quand en vacances, il y a un lieu qui m'inspire, je le prends en photo pour garder le souvenir. Ça peut être des œuvres d'art. Dans les Mélodies des limbes, je me suis beaucoup inspirée des tableaux de Gaspard David Friedrich, qui est un peintre allemand. C'est celui qui a fait le voyageur au-dessus d'une mer de nuages, là. C'est un Oui, tableau oui, qui est oui. très connu. Voilà. C'est vrai que c'est un peu l'atmosphère, hein. Et c'est vraiment, ouais, je pioche en fait dans différentes sources d'inspiration et je mélange tout pour faire une ambiance, tout simplement. Mais c'est ça, souvent, c'est différentes inspirations dont on n'a pas forcément conscience, qu'on va un peu Oui. digérer et qui vont ressortir comme ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une grille au-dessus de mon ordinateur, enfin de mon écran, sur laquelle j'épingle des images que j'imprime, des illustrations ou des photos, ou alors j'accroche des petits objets qui vont être associés à l'atmosphère du roman sur lequel je travaille. Et c'est bien après, quand tu as fini un projet, tu peux peut-être les garder. Ça fait vraiment pas comme un album photo, enfin de chaque projet, tu vois, chaque œuvre. C'est vrai. Pour rester sur les cinq sens, il y a, des fois, même au goût, tu vois, moi je bois beaucoup de thé ou d'infusion quand j'écris. Et même là, je vais regarder aussi, tu vois, Oui, complètement. jusqu'au bout. Et moi, je sais que pendant le Royaume sans ciel, avec tous les passages de gâteaux à Mirabilia, ça me donne envie de manger des pâtisseries, en fait. Oui, je confirme que quand on lit aussi. Donc c'est réussi. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur comment toi tu te mets déjà dans l'ambiance de ton roman pour l'écrire ou non? Bah écoute, non, il y avait la bougie parfumée aussi, comme toi. Et puis ça fait un petit rituel en plus qui aide à combattre la procrastination, je trouve, d'allumer sa bougie parfumée avant de commencer à écrire. Ouais, c'est là, tu sais, ça y est, on allume la bougie, c'est C'est le bon, ça y moment. est. On retrousse les manches et c'est parti. C'est ça. Et bien maintenant, j'aimerais bien qu'on parle vraiment donc, de l'écriture en elle-même, qu'on revienne sur le choix déjà d'une ambiance. Parce que bah, c'est quelque chose qui... C'est pas n'importe quelle ambiance. Moi, j'ai l'impression, en tout cas pour mon cas, qu'elle a toujours un sens par rapport à ce que je veux transmettre dans le roman. Tu vois, soit c'est parce que elle peut être attendue en fonction du genre. Par Oui. exemple, si tu te dis roman gothique, je pense aussitôt manoir qui est isolé sur la lande anglaise, une époque Mhm. ancienne, il fait nuit, il pleut, tu vois, ce genre de Oui. truc. C'est peut-être un peu cliché, mais on associe tout de suite une ambiance au genre gothique.
C'est un peu ce qu'on recherche aussi, du coup, hein. Ouais, il y a un peu le cahier des charges, tu vois, pour Mmh. certains genres, quoi. Mmh. Mais justement, soit au contraire, des fois, j'essaie d'aller un peu, contre ce cahier des charges, à contre-courant des attendus et pour que l'ambiance, elle fasse un peu peut-être l'originalité du roman, son identité pour que ça le distingue du lot, tu vois? Par exemple, si je reprends mon exemple personnel, ça te parlera peut-être plus. D'un côté, j'avais La Mélodie des limbes, où clairement l'ambiance, c'était l'automne. Oui. C'est genre l'esthétique du roman, c'est même sur la couverture avec l'illustratrice, on n'a pas creusé bien loin, c'était évident, tu vois? Parce que c'est un royaume à l'automne éternel et moi le choix, c'est parce que c'est pas que c'est associé à un genre, c'est pas un genre précis comme le roman gothique, mais c'est parce que c'était associé à la thématique du roman, aux émotions que j'avais dans l'écriture, tu vois? D'accord. Et ce qui me faisait ressentir, moi, c'est un roman pour moi qui parle de mélancolie, de deuil, une beauté assez triste. Et Mmh. pour moi, l'automne, c'était parfait pour ça, parce que c'est un peu le déclin de la nature jusqu'à l'hiver, une sorte de mort aussi avant la renaissance qui arrivera plus tard, tu vois. Donc Oui. pour moi, c'était indissociable au thème du roman, donc c'était évident de placer ça dans ce décor. Au contraire, toi, avec Miranda, bon là, sur le coup, on est sur une histoire de fantôme, huis clos, inspiration gothique, justement. Mais par rapport à ce que je te disais, je voulais prendre plutôt à revers le lecteur. Je sais pas si ça s'est ressenti ou pas, mais en moi, en tout cas, il y a quelques scènes qui se passent de nuit, mais elles sont pas majoritaires dans l'œuvre. C'est plutôt des scènes qui sont de jour, en extérieur, parfois dans le jardin de Miranda. La nature, elle est très présente. On n'est pas sur quelque chose de froid, d'humide, de stérile, tu vois. Et dans mes inspirations, dans ce que je voulais transmettre dans mon roman, j'étais plus même sur quelque chose de chaud et lumineux. Par exemple, il y a la chevelure rousse de Miranda, elle a une Mmh. robe blanche, la maison, elle a des planches blanches, et il y a les fleurs. C'est une Mmh. ambiance un peu tiède, une fin d'été, tu vois. Et je trouvais que c'était un décalage intéressant et qui reflète plutôt les sentiments qu'il y a brûlants, je pourrais dire, qui vont Mmh. dévorer Miranda de l'intérieur. Donc c'est un roman plutôt gothique, mais on n'est pas sur le cliché non plus du manoir isolé sur la lande. Je sais pas si Bah, ça s'est ressenti ou oui, pas. oui. Et moi, ce que j'ai adoré justement dans Miranda, c'est lié. C'est que il y a une ambiance quand même qui est quand même très fantomatique, hein, avec tu parles beaucoup de l'air, du silence, du froid, mais en même temps, ça se contraste avec une thématique de la jeune fille en fleurs, je trouve, avec beaucoup d'expressions. Où tu parles de fleurs, il y a des rubans, il y a un corset, etc. Il y a la copine d'Allen qui s'appelle Daisy aussi, qui veut dire Marguerite en français, il me semble. Mm, c'est ça. Euh, et du coup, on a ce contraste entre la mort en fait et la vie. Et je trouve que ça représente bien le destin un peu poignant de Miranda, qui a été fauchée un peu dans la fleur de l'âge et qui reste un peu coincée dans cette adolescence éternelle en fait. Ouais, c'est exactement ce que je voulais transmettre. Ça, c'est bien fait. Par contre, je suis en train de spoil. Bon, après, c'est au début. On Ah l'apprend au non, début du roman. après, t'inquiète pas, dans l'épisode sur le roman gothique, on D'accord. en parle en long et en large. Oui, c'est vrai. Et puis on l'apprend. Mais C'est pas un grand mystère. On l'apprend dès les premières lignes en fait, hein. Enfin, oui, on le mais comprend. on comprend assez rapidement qu'elle est pas vivante, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est très bien fait et justement, c'est plus marquant et original que si c'était juste une maison hantée basique. Voilà, c'est ça qui fait aussi le côté émotionnel du roman, quoi. Et toi, du coup, les ambiances de tes romans, enfin de tes deux univers, comment tu les as choisies? Parce qu'elles sont assez marquées, elles aussi. Bah moi, en fait, j'ai écrit parce que je voulais. Enfin, j'ai écrit chaque projet parce que j'avais envie justement de travailler sur ces ambiances-là. Après, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque roman, j'ai essayé de plus en plus, hein, maintenant, de développer une esthétique en fait autour de ce roman. Par exemple, dans Dark Abyss, donc c'est le tome 2 de Redstone, il y a des capitaines pirates qui ont des caractères assez marqués, assez tranchés, et notamment Abyss, qui est donc une capitaine qui est très puissante et assez chaotique à la fois. Et en fait, elle a une cabine qui est dans un désordre constant et oppressant et qui est un peu le reflet de son état mental, en fait.
À l'opposé, il y a un autre capitaine qui, lui, est beaucoup dans les apparences et qui a un bateau flamboyant avec des couleurs vives, une figure de proue un peu m'as-tu vu, etc. En fait, j'aime bien travailler sur l'ambiance dans sa globalité, que les lieux ils se reflètent dans les personnages, voilà. Bah, moi, dans le tome 1, donc Redstone, il y avait certaines scènes autour de l'eau, notamment quand les personnages doivent passer dans un tunnel un peu sous-marin pour rejoindre un certain endroit. Et Mhm. dans tes descriptions, tout ça, enfin, moi, je visualisais très bien l'ambiance un peu, voilà, chasse au trésor, etc. Bah, c'est une histoire de pirates, d'aventure, machin. Je trouvais que on s'y croyait, quoi. On sentait limite l'eau salée sur nos joues, tu vois. Donc, franchement, j'étais vraiment à fond dedans. Et pareil pour Le Royaume Essentiel, que j'ai lu quand il est sorti, donc ça va faire 3 ans. Oui. Et, euh, et j'ai encore des scènes qui sont restées en moi, tu vois. Je me souviens plus de tous les détails de l'histoire, mais il y a certaines scènes, par leur ambiance, etc., qui sont vraiment, je m'en souviens très bien. Il y a le tout début où, du coup, pour le Royaume Essentiel, en gros, c'est un royaume qui est prisonnier sous une sorte de dôme. Et au début, ça commence quand le royaume, en fait, se gèle tout d'un coup, quand ce dôme apparaît. Et après, on découvre la princesse Neyli, et qui se prépare, et elle est là dans sa chambre avec ses suivantes, etc. Et dans la façon dont tu décris la chambre où t'as des fleurs qui se mêlent presque près du lit, etc. T'as l'arbre près de sa fenêtre où il y a des animaux il y a un raton laveur à qui elle parle, etc. Et il y a un côté très conte de fées tout de suite qui est là, quoi, dans la façon, dans les mots que tu utilises, aussi les images que tu utilises pour décrire cette princesse qui est l'équivalent de Blanche-Neige, donc qui a une beauté très pure, très éthérée. Tout de suite, tu lis les premières lignes, tu sais déjà où t'es, le décor est placé et tu sais dans quel genre tu t'engages, quoi. Ouais, moi en fait j'aime bien écrire sur des thèmes qui sont, enfin sur des univers qui sont assez marqués en général, qui ont un univers assez marqué comme la réécriture de contes ou la fantaisie pirate. Et du coup, c'est vrai que j'y vais à fond hein, dans dans les codes et voilà, j'ai pas trop peur du cliché, hein, tant pis, j'aime bien y aller à fond. Après, par exemple, dans Mirabilia, donc dans le royaume essentiel, il y a un monde, il y a deux mondes en fait, deux royaumes qui s'opposent et qui sont assez contrastés. Et le deuxième, c'est Mirabilia qui s'inspire du pays des merveilles. Là, j'ai essayé justement de faire un contraste qui était pas, qui était un peu différent de ce qu'on peut lire d'habitude dans les paysages un peu effrayants de contes. C'est-à-dire que j'ai pris des éléments qui sont habituellement positifs, comme les couleurs, les fleurs, les pâtisseries, mais en les déformant, en leur donnant des proportions énormes, des Mm. couleurs qui sont vraiment très vives, un côté un peu démesuré, et puis les fleurs sont mouvantes pour que ça en devienne effrayant en fait. En fait, Aïlis a presque peur d'être dévorée par cette nature à des moments, hein, littéralement. Et voilà, je trouvais que ce contraste-là, il était intéressant. Et d'ailleurs, c'est un contraste qu'on retrouve dans le personnage de Carmina, qui est la reine de Mirabilia, qui est très avenante, très douce en apparence, mais qui en fait est toxique, comme Mm. ces gâteaux qui sont très beaux, mais qui sont de véritables poisons. Donc là, j'ai essayé de prendre un peu le contre-coup de l'univers du conte traditionnel. Oui, ce côté un peu double facette du personnage qui va très bien aussi avec l'univers d'Alice, je trouve. Oui, voilà, en même temps, ça ressemble quand même, ça se rapproche pas mal du Pays des Merveilles et Mm. qui est un univers que j'adore aussi, donc. Et de l'autre côté, face à Carmina, tu as la méchante reine, donc je sais plus son nom, la Sakat. reine Sakat, voilà. Qui elle, pour le coup, moi je m'en souviens dans son esthétique, elle a un rat, je m'en souviens, qui est toujours sur elle, et ça fait. Je me Pour le rappelle. coup, là, on sent on voit qu'elle est froide, tu vois, on voit que c'est une méchante reine, tu vois, et j'aime bien ces deux figures de reines maléfiques qui sont très connues
dans la culture générale, voilà, c'est Mm. quand on pense au règne de contes de fées, tu penses à celle-là et souvent à la reine de cœur, enfin d'Alice. Et j'ai beaucoup aimé comment toutes les deux, tu les mets en opposition, sans trop en dévoiler dans l'intrigue, mais toutes les deux, elles ont une importance, elles ont un lien entre elles, etc. Et ouais, ça joue en fait déjà comment tu construis et tu incarnes le personnage en lien avec son univers, parce qu'ils sont indissociables en fait. Bah, c'est vrai que pour le coup, Sombrax, enfin, toute une partie de Sombrax, donc le monde en fait enfin, le royaume où règne Sakat, c'est plutôt un décor de conte sinistre traditionnel, quoi. Il y a de la neige, des troncs noirs, de la brume, des ronciers, les animaux ont fui, etc. Et là, c'est vrai que c'est incarné par Sakat qui, elle, est assez sinistre, qui est souvent comparée à un dragon ou à un reptile par exemple, et Mm. qui s'habille beaucoup dans les tons noirs, verts foncés, et ce style-là. Et c'est vrai qu'il y a un contraste entre les deux mondes. Et ça me fait penser là, en parlant de cette atmosphère-là, il y a une scène qui m'a vraiment marquée dans le Royaume Essentiel, c'est la scène où Neili, elle est avec du coup le marchand et ils doivent passer près d'un manoir abandonné et c'est Oui. dans une forêt un peu glacée et du coup il y a vraiment le silence, les animaux qui devraient être là mais qui ne sont pas là et la neige et les ronces glacées qui dans ce manoir abandonné et disons qu'il y a quelque chose qui se met à bouger sur le manoir qui devrait pas bouger et moi j'étais j'étais vraiment je m'y sentais quoi. Alors, c'était vraiment angoissant donc c'est vraiment une angoisse une ambiance réussie pour le coup. Ah oui, j'ai adoré écrire ce passage, c'est vrai. Et pour le coup, là, c'est vraiment du gothique avec de la vieille pierre, un vieux manoir envahi par les ronces. Ah mais je me suis retrouvée peut-être enfant quand je regardais les gargouilles sur les cathédrales et que je flippais, tu vois. Mais ouais, c'est flippant une gargouille en fait, c'est pour ça. C'est horrible. Et oui. Et je me demandais, toi, est-ce que l'ambiance que tu l'installes dès ton premier jet ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas retravailler quand tu vas réécrire ton roman, etc. Parce que moi, je sais que c'est plus quelque chose que je retravaille dans un second temps, une fois que j'ai le premier jet, donc un tout, et là, je vais aller retravailler certains passages que je veux plus marquer davantage que d'autres, tu vois. Ouais, je vois. Moi, c'est les 2. C'est-à-dire que j'écris, pas des premiers jets très rapides puisque justement, moi, ce que j'adore, c'est parler de l'atmosphère, entre autres, hein, mais du coup, je crois que je m'ennuierais, en fait, si je devais, écrire mes scènes, enfin, écrire mon premier jet juste, avec de l'action. Enfin, pas juste, mais je travaille aussi sur l'ambiance, pendant le premier jet. D'ailleurs, moi, je suis vraiment très, très architecte, hein, et souvent, avant d'écrire un passage ou un chapitre, je vais, faire une liste de, par exemple, quels sont les enjeux de la scène, quelle va être l'ambiance de la scène, le sentiment, l'évolution des personnages, etc. Bon, c'est quelque chose que je fais avec le temps, hein, mais et du coup, non, je travaille dès le début, mais c'est sûr qu'à la réécriture, je le retravaille et des fois j'en fais trop, donc j'en enlève, des fois j'en rajoute. Oui, c'est dur de savoir comment justement doser, d'où Bah c'est ça. l'importance d'un œil extérieur aussi, c'est vrai. Je te propose, si tu veux bien, pourquoi pas, alors toujours dans l'introspection de ce qu'on fait, qu'on puisse un peu partager à nos auditeurs comment nous on a mis en place nos ambiances. Est-ce que tu as des conseils ou non, c'est un bien gros mot, mais est-ce que tu saurais expliquer comment toi tu as mis en place ton ambiance dans tes romans? C'est une question assez Euh, dure, hein. Parce que, comme on dit, oui, c'est mais bon, dur à dire. on va essayer. Mais c'est très intéressant en même temps, parce que c'est comme ça qu'on réfléchit un peu à ce qu'on fait. Et, du coup, moi, donc il y a l'esthétique, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi les 5 sens. Je pense pas en avoir parlé. C'est-à-dire, pour ça, c'est pas forcément pour définir l'ambiance, mais pour la rendre palpable et immersive. Je trouve ça bien de ne pas parler que de la vue, en fait. Par exemple, dans Redstone, quand je dis qu'un personnage est sur le pont d'un bateau, je parle pas uniquement de la mer à perte de vue, mais je vais parler du pont qui grince, du contact du vent sur son visage, du goût du sel sur ses lèvres, de l'odeur iodée, etc. Donc ça, je trouve que c'est important. Et sinon,
ce que j'aime bien, c'est de créer d'utiliser un champ lexical qui tourne autour de l'ambiance que je veux mettre en place. En fait, au lieu de prendre des images, surtout des images en fait comme des métaphores ou des comparaisons qui sont très visuelles, au lieu de prendre des tournures un peu toutes faites comme il a pris ses jambes à son cou ou son cœur qui tambourinait dans sa poitrine, je vais essayer de trouver, quitte à les inventer, hein, des images qui vont se rapporter à la thématique, au champ lexical que moi je veux mettre en place dans mon roman. Par exemple, dans Dark Abyss et Redstone, ça tourne autour de la mer. Hein. Donc, j'ai écrit des choses comme leur tentative se fracassa comme une vague sur les rochers. Après, il ne faut pas en mettre non plus à toutes les pages parce que ça peut devenir un peu lourd, mais le fait de disséminer comme ça des expressions qui sont propres à son atmosphère dans le roman, je trouve que ça donne une tonalité générale quand même à l'histoire. Et puis ce sont ces images-là, automatiquement, elles vont être plus marquantes aussi, puisque c'est pas une phrase toute faite comme on connaît déjà. J'ai relu quelques passages du Royaume sans scène, là, pour préparer le podcast, et il y a une tournure que j'ai bien aimée, qui m'a marquée, c'est quand tu décris un des châteaux, je crois, tu parles d'une dentelle de pierre pour décrire en fait un peu au détour, tu vois, j'imagine un peu les créneaux des tours ou quelque chose comme ça. Et cette image associée cette délicatesse de la dentelle qui est quelque chose de très travaillé, tu vois, avec cette architecture, automatiquement tu visualises en fait l'apparence du château. Je trouve que l'image elle est justement trouvée. D'accord, bah chouette. Ouais, mais c'est cette idée-là, mais je sais que je me suis amusée, par exemple, quand c'est les passages qui suivent Chanet, qui est donc le petit chaperon rouge, où ça se passe beaucoup dans la nature sauvage, elle est traquée, il y a un chasseur, etc. Et bah du coup, j'ai utilisé des images qui vont se rapporter à ce champ lexical-là. Je voulais aussi rebondir sur les cinq sens, parce que c'est vrai que c'est un conseil qu'on m'a souvent donné et que je trouve très pertinent. Parce que moi, ma perso, quand je débutais, j'écrivais vraiment tout à travers la vue, tu vois. Et c'est vrai que en se forçant, entre guillemets, à essayer de penser en dehors de la vue, ça permet aussi je sais pas, d'incarner plus le personnage, qu'il soit qui devienne plus en 3D, entre guillemets, tu vois, à travers ses sensations. Surtout que là, j'ai un de mes projets d'écriture où j'ai un personnage qui est aveugle. Donc, automatiquement, quand c'est dans son point de vue, ça force aussi à chercher comment décrire ce qui l'entoure autrement. Et ça permet aussi, tu vois, je pense que encore pour aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est ok, tu te donnes un parfum, un son, une caresse, mais c'est intéressant d'exploiter aussi qu'est-ce que ça peut évoquer au personnage. Est-ce que ça lui évoque du réconfort, un souvenir, un bon ou mauvais, vraiment, parce que c'est le personnage qui fait le lien entre le récit et le lecteur. Et je trouve qu'automatiquement, vu qu'on va vivre l'histoire à travers le point de vue d'un personnage, automatiquement on va être influencé, l'ambiance est automatiquement influencée aussi par rapport au ressenti du personnage, j'imagine, tu vois. Complètement, oui. Mais ça dépend aussi toujours de ce qu'on va choisir de faire ressentir au lecteur, donc d'où l'importance des choix qu'on va faire dans l'écriture, consciemment ou non. Ça peut aussi se transmettre dans le style, je pense, par exemple, tu vois, si je reprends les différents sens. Dans la mélodie des limbes, j'ai fait des choix par rapport à comment le personnage y voit le monde. Donc l'héroïne, c'est Elisabeth, elle est passionnée par la musique, elle s'exprime vraiment à travers la musique parce qu'elle possède l'oreille absolue, par exemple. Oui. Donc ça veut dire qu'elle perçoit, elle, davantage le monde à travers son ouïe. Et donc, quand on a l'oreille absolue, on est par exemple capable de déceler des mélodies dans des sons du quotidien, tu vois. Donc, automatiquement, j'avais une autre façon de décrire les bruits. Et dans ma façon d'écrire aussi, j'ai voulu retransmettre ça dans mon style. Donc, c'était pas de la poésie en prose non plus, mais je voulais qu'il y ait une certaine mélodie dans mes phrases, oui, dans mon style, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un roman qui est très mélodieux en plus, qui a une sorte de... Ouais, comme de musique un peu... c'est réussi. Mais j'ai même un personnage qui parle en alexandrin au bout d'un moment, tu vois. Mm. Donc, ça, ce que j'aime bien aussi faire, moi, si on reste dans le style, c'est utiliser des personnifications. Oui. Ce qui est beaucoup de... Enfin, il n'y a pas que moi qui fais ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens font, en fait, même... c'est une figure de style très répandue, donc on l'utilise parfois sans s'en rendre compte. Mais moi, j'aime beaucoup faire ça. J'avais noté un petit passage dans Miranda, dans le chapitre 2. Je vais essayer de le retrouver, parce que je pense que je peux le lire, parce qu'il n'est pas très long.
Moi, j'en avais noté un dans Miranda aussi, où elle dit la maison sommeillait, je l'écoutais rêver. Bah tiens, justement, c'est le passage C'est que celui-là. j'avais. Désolée, du coup, je t'ai grillé ton passage. Non, t'inquiète, les grandes idées se rencontrent. Mais je trouve que cette maison hantée qui est personnifiée, c'est super bien fait, en fait, justement, parce qu'elle est un peu dans le prolongement de Miranda aussi. Et C'est ça, oui, oui. Bah du coup, pour lui donner le passage exact, c'est du coup au tout début, chapitre 2, plongée dans le noir, la maison sommeillait, allongée sous les combles, laissant la poussière me tapisser d'un duvet blanc, je l'écoutais rêver. La charpente ricanait sous le chatouillement du vent, les tuyaux du vieux poêle grelottaient de froid, alors que le plancher moisi soupirait près de mes oreilles. Avec le temps, j'avais appris à comprendre ces bruits pour ne pas devenir folle. Donc là, il y a vraiment une personnification de la maison, tu vois, et je trouve automatiquement ça, quand le décor est presque vivant, c'est beaucoup plus immersif, tu vois. complètement. Et en plus, dans le cadre d'une maison hantée, c'est d'autant plus frappant. Logique, ouais, Mm. aussi, ouais. Mais je trouve que ton bois, enfin ta forêt dans la bête au Du bois coup, perdu est personnifiée aussi. bah, c'est vraiment, moi, je l'avais conçu comme un personnage à part entière, presque, C'est ça. puisque elle joue avec les personnages et elle joue Oui. aussi avec les lecteurs. Et il y en a même qui ont été trop perdus Ah que non, ça alors avait. ça fait partie complètement du Du charme du roman. Ouais, c'est le parti pris en fait. Et oui, je me suis amusée vraiment à jouer sur les sens. Et ça remet en cause aussi la raison du personnage, quand à partir du moment où Mm. tu as les chemins qui changent de direction, la forêt qui bouge, quoi, comme un vrai Oui, oui, labyrinthe, tu oui. vois. Je m'étais assez amusée aussi, c'est vrai, dans La Bête du Bois perdu. Ouais, en fait, c'est une ambiance qui est très onirique aussi, je trouve. On se croirait un peu dans un rêve. C'est vrai, ouais. Un rêve Et qui tourne un peu au cauchemar c'est parfois. ça. Bah complètement. Moi, il y a une scène qui m'a marquée, dont je me rappelle encore des années après l'avoir lue. C'est la scène de la mare, en fait, où justement, je trouve ça très intéressant au niveau de l'atmosphère. C'est que là, pour le coup, le rêve tourne au cauchemar en un clin d'œil. C'est que l'univers est très enchanteur. C'est une mare qui est au soleil, qui étincelle. Du coup, la surface, elle est décrite comme lisse, comme un miroir. Il y a des fleurs et les personnages se sentent bien. Et là-dessus, Sibylle se penche au-dessus de l'eau et il y a une sorte de force surnaturelle qui, tout d'un coup, qui la happe en fait et qui la tire vers le fond de l'eau, donc elle manque de se noyer. Et Mm. j'ai trouvé que le contraste entre cette ambiance féerique et la scène un peu horrifique qui suit était hyper bien faite. Ben, j'avais adoré retravailler ça, parce que pour moi, c'est un peu ce qui m'évoque les contes d'antan. C'est le côté Mm. un peu merveilleux, mais quand tu te penches avec des yeux d'adulte aussi, tu dis, mais c'est vraiment assez dérangeant, certaines histoires. Oui, complètement. Il y a cette ambivalence-là, déjà, dans le matériel d'origine, et c'est ça que je voulais retranscrire, en fait, Mm. dans mon roman, parce que Sibylle, littéralement, est dans une forêt de contes. Du coup, automatiquement, il y a Oui, ça cette se sent. Conte de ambivalence. conte ancien, ouais. C'est ça, ouais. Mais le coup de la mare ensoleillée, ça rejoint ce que tu as fait du coup avec la maison ensoleillée de Miranda. C'est que du coup le côté un peu surnaturel, un peu effrayant, il peut très bien prendre naissance aussi dans un univers qui est très joyeux, très ensoleillé, quoi. Ouais, le danger sous le soleil, et justement, c'est le jour, c'est le moment où on est censé être en sécurité, tu vois. Mm. C'est en plein jour, c'est le monstre, il se réveille sous le lit, mais pendant la nuit, tu vois, pas, non, enfin, il y a un peu cette idée-là, tu vois. Oui, oui, oui. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans l'ambiance de ce roman-là, c'est le passage avec le château d'Eliott, parce que justement le château d'Eliott, il est vraiment présenté comme un château de conte avec des roses de cristal, des tenues qui sont scintillantes, des banquets somptueux, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, qui se cache sous les apparences, avec des Mm. petits détails comme l'omniprésence des horloges. Dans toutes les pièces, les automates qui n'ont pas de visage et tout. Et on sent en fait que voilà que c'est pas le cadre vraiment enchanteur qu'on imagine. Et c'est vrai, puisqu'au final c'est un piège. Hein. Là j'ai fait un spoil, je Mm. pense. Tu pourras couper au montage si tu veux. Euh, et voilà, et du coup ce côté, cette ambivalence en fait entre le merveilleux, le beau et l'horreur. Alors je sais pas si on peut vraiment parler d'horreur, hein, mais de l'effrayant en tout cas.
je trouve, fait des ambiances qui sont originales. Je pense que c'est pas vraiment un spoil parce que là, je réfléchis et je pense que c'était vraiment conscient et de mémoire, Oui, comme tu dis, le, le lecteur comprend qu'il y a un truc qui va pas, c'est mais ça. Sibylle, elle est vraiment dans ce rêve éveillé, en fait. Mmh. Et On la justement, il y oui. a ce décalage, en fait, on a envie de dire, mais réveille-toi, Oui, c'est réveille-toi, ça. et On la voit qui sombre, en fait, et qui perd l'esprit un peu. c'est ça, donc ouais, non, c'est pas un retournement non plus, enfin, c'est pas une révélation, tu vois, c'est quelque chose qui progressivement, qui va monter progressivement un malaise au fur et à mesure où elle s'enfonce et elle perd la, la mémoire un peu, et elle oublie où elle est. Et je repense aussi par rapport aux cinq sens, moi, il y a un procédé, je sais pas si tu connais, ça s'appelle la synesthésie. Oui. J'ai découvert ça en première pour le bac de français. Je crois que c'était dans une scène de L'Amant de Marguerite Duras. Et mon prof de français m'avait expliqué ça pour préparer l'oral, tu sais, au bac. Et c'est un truc qui m'a tellement marqué que moi, alors je crois que je le fais plus maintenant, même dans mes œuvres maintenant. Mais en gros, pour faire simple, c'est quand tu remplaces un sens par un autre dans les descriptions, par exemple. Et ça permet une autre manière de percevoir le monde, de transmettre des images ou des sensations. C'est associer une couleur à un son, une image à une odeur, tu vois, des choses comme ça. Et je trouve que ça permet de mettre l'accent sur ces sensations, justement, de les distinguer parce qu'on va les évoquer autrement. Dans Miranda, je m'en souviens, des fois, je parle d'un silence étouffant, d'une mélopée humide. Donc une mélopée, c'est une mélodie humide, Mmh. ou d'une teinte de vanille, tu vois, pour parler d'une odeur. Je Mmh. parle d'une odeur comme une teinte. Je vais prendre, hop, vous voyez pas, mais je prends les romans en même temps, parce que du coup, dans La Mélodie des larmes, je le fais parce que il y a certains passages du point de vue de Frédéric, un personnage aveugle. Mmh. Tu vois, dans le premier chapitre, un des premiers chapitres, j'écris quelque part dans sa nuit, un morceau de musique brillait. L'oiseau Oui. suivit cette lueur sonore jusqu'à ce qu'elle devienne palpable. C'est par ça que j'entends par la synesthésie. Et tu vois, même Elisabeth, elle a un peu ça parce que vu qu'elle perçoit le monde plus à travers son ouïe, elle les note, c'est un peu des taches de couleur pour Mmh. elle dans son esprit quand elle entend une musique, tu vois. Et oui, c'est marrant parce que c'est à la fois une figure de style et une particularité neurologique, je crois. Il y a des gens qui sont Oui, ouais, ouais. synesthésiques. Et moi, c'est aussi une figure de style que j'adore. Alors, je crois que la plus connue, c'est la voix de velours, du coup, puisque Oui. ça associe l'ouïe et le toucher. C'est un super moyen de retranscrire des ambiances avec les cinq sens. Moi, je me rappelle d'un passage, je crois que c'est un roman d'Hervé Joubert, mais je suis pas sûre, où il décrit une fille qui prend le soleil et il dit que les rayons du soleil, ça lui fait la sensation d'un... Enfin, sur sa peau, du coup, ça lui fait la sensation de boire un coulis de clémentine tiède ou un truc comme Ah, ça. j'adore. Et c'est hyper parlant, en fait, Tu sensoriellement, je comprends trouve. tout de suite, ouais, tu comprends tout de suite la sensation, c'est trop bien fait, en fait. Ouais, ouais, ouais. Sinon, moi, j'avais noté dans les procédés pour créer une ambiance, par rapport à ce qu'on disait, tout ce qui est le ressenti, bah, moi, des fois, souvent, j'associe une scène ou même un roman tout entier à une émotion, à un sentiment. Et du coup, ça me permet de transmettre ça au lecteur. Ça dépend toujours d'une question de point de vue, mais comme on voit le monde à travers les yeux d'un personnage, comme je disais tout à l'heure, ça va impacter comment les choses sont transmises. Par exemple, si je reprends mes romans, si je devais associer une émotion, un sentiment à mes romans, tu vois, pour La Bête du Bois perdu, ça serait plus la peur, Mhm. entre guillemets, hein. La peur, ça dépend de quel degré de peur on parle aussi, mais La Mélodie des larmes, ça serait plus la mélancolie. Miranda, il y a un certain mal-être, un malaise, tu vois aussi. Mhm. Voilà, pour Sous un carré d'immortel, ma novella qui sort au mois de juin au Chat Noir, on est sur l'amour, mais l'amour et la tristesse ensemble, tu vois. Et pour le projet Lila, donc qui est ma réécriture de conte que j'écris en ce moment, c'est plus le côté nostalgie, l'enfance. Et du coup, il y a certaines scènes que j'écris, j'ai vraiment ce sentiment-là en tête, et du coup, je vais tout mettre en œuvre pour que ça se transmette au lecteur, grâce aux différents moyens qu'on a déjà cités, par exemple. Non, c'est Et super intéressant. ça m'aide Je... beaucoup, en fait, pour Et incarner c'est vraiment ce que je veux transmettre. et c'est vrai que ça se ressent parce que moi, pareil, pour la boîte du bois perdu, j'aurais dit la peur. Enfin, j'aurais dit, je sais pas, mais c'est vrai que ça se ressent, la mélancolie dans la mélodie des limbes.
C'est intéressant comme processus. J'aime bien utiliser des fois des symboles, des figures ou un objet qui va incarner une scène ou revenir dans l'œuvre. Tu vois, dans le reflet brisé, il y a la figure du coucou qui revient quelquefois, mais je peux pas trop en expliquer pourquoi, sinon ça peut dévoiler certaines choses. Du coup, je vais peut-être prendre un exemple plus parlant. Oui, dans Miranda, tu vois, dans donc Miranda, le personnage narratrice, entend des bruits de gouttes dans Oui, l'escalier. oui, oui. Et moi, je voulais vraiment. C'est vraiment vous savez, quand il y a un robinet qui fuit et ça fait. C'est agaçant. Et c'est vraiment ce côté qui met mal à l'aise, qui tape sur les nerfs, en fait. Oui. Et c'est un truc qui va un peu obséder Miranda, parce qu'elle va entendre ces gouttes dans l'escalier et elle va associer ça elle va imaginer un monstre dans les escaliers qui va essayer de monter. Et du coup, ce bruit des gouttes, qui revient plusieurs fois dans le roman, ça va représenter automatiquement quelque chose qui est renié par le personnage qui est tout au Mm. fond de lui, mais qui vient dans son inconscient, qui revient la grignoter, tu vois. Oui. Et c'est un truc, et du coup, je voulais mettre ça, et je trouve que ça participe un peu enfin, j'imagine, j'espère, que ça participe à l'ambiance de ce malaise, parce qu'automatiquement, elle, ça la fait un peu vriller, ça la met mal à l'aise, et puis en plus, comme on est dans sa tête, parce que c'est une narration à la première personne, automatiquement, ça va transmettre ça, tu vois. Oui, complètement, ouais. Et dans Miranda, elle trouve aussi enfin, tout au long du roman, elle trouve des petits cadavres d'animaux. Oui. Et j'avais l'impression que c'était comme un motif que tu avais mis pour rappeler le thème enfin, de la novella, en fait. Oui, que je voulais vraiment, encore une fois, cette idée de contraste entre les choses qui vont pourrir et elle qui ne pourrit pas, puisqu'elle est, enfin, en tout cas, elle, sa forme spectrale ne pourrit pas. Mm. Et du coup, ouais, c'est trop bizarre de dire comme ça, Désolée. mais c'est ça en fait. Et du coup, oui, et du coup, elle va développer un peu une fascination un peu malsaine pour les fleurs fanées, les fruits qu'elle laisse pourrir. Au bout d'un moment, elle Mm. trouve le cadavre d'un lapin et tout ça. Elle va regarder ça parce que automatiquement, elle est pas ça. Donc, elle se demande même, est-ce que moi je pourrirais un jour, mais parce que automatiquement c'est la vie et après la vie, la mort, la décomposition, quelque chose qu'elle est plus dans ça, elle est en dehors de ça par son statut en fait de fantôme, Mm. tu vois. Et c'est marrant parce que c'est pas dit du coup, mais c'est suggéré par le motif qui revient en fait. Du coup, Mm. c'est assez puissant parce que ça fait comprendre, ça fait ressentir des choses sans pour autant qu'on aille le rationaliser. C'est ça, et je pense que ça participe vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, où l'ambiance n'est pas quelque chose qu'on peut forcément rationaliser, mais qu'on va ressentir. J'avais aussi marqué un dernier passage de La Bête du Bois perdu. Pour le coup, lui, il m'avait marqué dans l'écriture. Et je sais que j'ai plusieurs lectrices qui en ont parlé. C'est dans la première partie du roman, c'est le passage où elle va rentrer chez le petit chaperon rouge, parce que du coup, on croise des personnages de conte dans le roman. Je sais pas si ça va dire quelque chose, donc je vais lire. Sibylle n'avait jamais aimé le rouge. Elle le trouvait trop voyant, elle qui préférait rester discrète, sans mitoufler de couleurs sobres pour se fondre dans le décor. Une fille en noir et blanc, comme lui avait dit la jeune inconnue. Mais le rouge palpitant attirait à lui tous les regards, jetant en défi aux autres couleurs. Regardez ma prestance, ne suis-je pas le plus vif, ne suis-je pas le plus éclatant? Je suis la vie ardente qui coule dans vos veines, je suis la tentation écarlate qui effleure vos lèvres, je suis la goutte sanglante qui engloutit vos jours. Vous n'êtes que les pâles reflets du monde et moi je suis vivant. Il y avait trop de rouge, le pot de confiture brisé au sol, son joli capuchon, ses épais cheveux enflammés, le liquide poisseux qui goûtait de sa gorge déchirée, trop de rouge en était écœurant. Il y a toute cette image du sang, en fait. Oui, Du oui, et je rouge. trouve ça super intéressant justement pour l'atmosphère de travailler sur une palette de couleurs comme tu l'as fait là. Mais il y a ça dans la création même de la création des personnages, tu vois, Sibylle, elle est habillée vraiment en noir, elle a un Mm. chaperon noir et elle porte quasi pas d'autres couleurs du roman, pratiquement. Et pour moi, tu vois, le personnage avec une capuche noire, ça associe un peu à la mort, etc. Et d'un autre côté, tu vois, du coup, bah, le petit chaperon rouge qui, elle, pour le coup, bah, c'était de base, quoi. Je ne l'ai pas inventé. Mm. Du coup, il y a un contraste qui est intéressant. Et il y a aussi le personnage de Rose, donc, qui est la jeune fille qu'elle va rencontrer dans cette forêt,
j'avais déjà une palette de couleurs pour elle. Elle est blonde, donc ses cheveux sont souvent associés à l'or, au doré. Et elle a une jupe plus verte, donc ces couleurs qui lui sont associées, c'est le vert et le doré. Le personnage de Rose est plus tard associé à une autre figure, en fait. Dans le roman, il y a des roses d'or qui poussent, en fait. Et au bout d'un moment, le lien entre les deux, entre le personnage et cette fleur, se fait. Donc déjà, en fait, j'avais déjà travaillé même l'esthétique, le physique de certains personnages par rapport à ça. D'accord, C'est non, dur, c'est intéressant. c'est dur, je peux pas en dire plus, sinon je révèle certaines choses du roman. Ouais, non, mais c'est vrai que les couleurs, je trouve ça super intéressant à associer. C'est un peu ce que j'ai fait aussi dans Le Royaume Essentiel, puisque C'est ce que j'allais dire, ouais, ouais. le côté Mirabilia est très très coloré, mais c'est limite psychédélique, hein, c'est trop. Et le côté donc qui est endormi dans son braque, ça va être beaucoup de noir, de blanc, de gris. Sakat, elle, qui est la reine du coup de son braque, elle est beaucoup en noir, en vert très sombre. Et c'est quelque chose que j'ai fait dans Dark Abyss aussi, où j'ai mis pas mal de bleu-vert un peu brumeux parce qu'il y a une ambiance plus fantomatique dans celui-là. Mais même dans les films, par exemple, il y a des réalisateurs qui ont leurs pattes colorées. Par exemple, Jean-Pierre Jeunet, c'est des Oui, films oui. avec une tonalité verte. Tim Burton, il y a beaucoup de noir. Miyazaki, c'est des explosions de couleurs. Et je trouve que ça a une importance. Ouais, ouais, ouais. Bah, automatiquement, pareil, je pense aussi à... comment il s'appelle celui qui a fait l'hôtel... Attends. Non, Moonrise, il a fait Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, une esthétique très marquée. Il a fait Et oui, Asteroid oui. Mm. City il y a pas longtemps. Et je pense que quand je te dirai, ça va te dire quelque chose, le nom. Wes Anderson. Oui, bah oui, bien sûr. Il a vraiment, pareil, une esthétique, pareil, très marquée dans... Tu vois... Oui, et il y a Ang Lee aussi qui fait des univers hyper marqués. Moi, j'adore Le Voyage de Pi et je sais pas si tu l'as vu. Non, mais je vois... C'est avec le mec avec le tigre, là. C'est ça, en fait, bon, à la base c'est un livre hein, qui est super aussi. Et en fait, ce film, il a une esthétique incroyable, une atmosphère justement qui est à la fois hyper poétique, mais un peu désespéré en même temps, avec beaucoup d'immensité. Enfin, c'est un film hyper beau visuellement. Voilà, c'est parce qu'on parlait d'esthétique un peu marquée, du coup, il m'est venu en tête. Et pour revenir à tes romans, par rapport au physique des personnages, je trouvais même qu'il y avait, maintenant que j'y repense, le personnage de Neily et le personnage, donc alors c'est pas Alice qu'elle s'appelle, c'est Alice, oui. elle aussi, dans leur physique, leur description, elle se détache aussi des autres. Parce que de mémoire, à son bras, que les personnages ont plus la peau sombre. Elle, Neily, et pour le coup, vu que c'est Blanche-Neige, elle a la peau très claire. Et Alice, elle, c'est la seule petite fille blonde Oui, dans son pensionnat. Ce qui est aussi oui. son sens, en fait, dans l'histoire, en fait. Oui, bah oui, ça a du sens en fait, après quand on lit, le livre. Mais oui, c'est vrai qu'elles se démarquent, elles sont toutes un peu, outsiders à leur manière, quoi. Parce que t'as repris en fait le physique des personnages, parce que bon bah Blanche-Neige c'est un peu ça va avec quoi, mais Alice souvent elle est souvent représentée comme une petite fille blonde Mmh. dans l'imaginaire collectif, et là t'as réussi à reprendre ça, mais il y a un sens, tu vois, elle est pas seulement blonde parce que bah tout le monde voit Alice comme ça, Blanche-Neige il y a aussi, enfin Blanche-Neige, je sais plus. Enfin, Naïli, du coup, je sais plus, mais Alice, je sais tu mettais un peu l'accent, le fait qu'elle soit un peu aussi à l'écart des autres petites filles, etc. Mmh. Mais Alice au pays des merveilles, en fait, je crois qu'elle est blonde depuis le Disney, hein. À la base, elle était pas spécialement blonde. Au contraire, la petite fille dont s'est inspirée Lewis Carroll, je crois qu'elle était brune. Mais c'est vrai que Ouais. voilà, depuis le Disney, dans l'imaginaire collectif, elle est blonde. À la fac, j'avais fait un exposé sur les illustrations d'Alice au Pays des Merveilles. Et en effet, Alice Liddell était brune. Et en fait, c'est le premier illustrateur qui a illustré le roman quand il est sorti. Il en a fait une petite fille blonde, mais avec des robes un peu plus roses, etc. Après, il y a eu d'autres versions. Par exemple, il y a Arthur Rackham qui a fait des illustrations différentes encore. Mmh. Donc, je pense que le Disney s'est inspiré de ses premières, j'ai plus le nom d'illustrateur malheureusement, mais en gros des premières illustrations de l'édition originale, et c'est vraiment ça qui l'a ancré vraiment dans l'imaginaire, comme tu disais. Et pardon, je t'ai coupé du coup.
Je suis Non, désolée. pas de souci. Mais c'est vrai que je les connais en plus ces illustrations. J'ai des petites cartes, elles sont chouettes. Mm. Euh, je sais plus comment ils s'appellent non plus. Bon, c'est pas grave. Mais ce que j'aime bien dans les réécritures de contes, c'est aussi que c'est des univers en fait qui ont vraiment baigné notre imaginaire collectif avec des codes, avec des symboles, avec des images qu'on a en tête. Et c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de réinventer leur physique. Moi, ce qui me Mm. plaisait, c'était vraiment de réutiliser ces codes qui ont un peu forgé notre imaginaire à tous pour en faire après quelque chose d'autre, hein, parce qu'une réécriture, c'est toujours quelque part une nouvelle version de l'histoire, quoi. Mais j'aime bien me baser sur des codes, sur les codes qu'on a tous, quoi. Mais je pense que c'est ça qui fait le charme des réécritures de contes, qui fait que ça marche bien, c'est que il y a un côté familier et il y a un côté surprenant à la fois. Je pense que Oui, c'est rassurant aussi d'être dans un terrain qu'on connaît un peu déjà. Et il y a ce côté presque, moi, je trouve jubilatoire dans l'écriture et aussi dans la lecture quand j'en lis, de voir, ok, je connais, mais où est-ce que ça va changer, où est-ce que ça va me surprendre, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, dans Dark Abyss, donc le tome 2 de Redstone, je me suis vraiment amusée avec des figures un peu qu'on retrouve beaucoup en fantasy pirate, comme le kraken, les sirènes, ce genre de choses, mais à ma manière, quoi, avec mon histoire. Et d'ailleurs, pour revenir au physique des personnages, je me suis pas mal amusée sur les capitaines pirates aussi. Et du coup, la capitaine dont je parlais, qui s'appelle Abyss, elle a de grandes tresses en fait vertes, vu qu'elle est un peu surnaturelle, elle a les cheveux verts, et qui font un peu penser à des tentacules, Oui, ah, par mais dès que exemple. tu m'as dit les tresses vertes, ouais, c'est vrai que l'image vient de façon facilement, ouais, on associe bien, ouais. En plus, elles ont tendance à un peu onduler dans le vent, donc moi, ça me faisait penser à des tentacules. Ça me fait penser un peu à ça ou un peu à Méduse un peu. Aussi, Tu vois? que des images rassurantes. Oh, j'ai tellement hâte de lire ce tome 2 du coup, là, tu me donnes vraiment envie. Ah bah cool. Puis en plus, par rapport à, on parlait de palette de couleurs, vu que je voyais vraiment ce livre en bleu-vert, j'en ai parlé à l'éditrice en fait quand on a parlé de la confection de la couverture. Et du coup, la couverture sera bleu-vert. Voilà. Ouais, trop Ce qui est ma bien. couleur préférée au passage. Moi, j'aime bien aussi les verts un peu canard, bleu canard, tout ça, Oui, c'est ça. ces nuances-là, ouais, j'aime beaucoup. Moi aussi, parfois, j'associe aussi des couleurs à des romans, automatiquement, ça va avec Oui, l'esthétique, tu vois. c'est Et vrai. c'est bien qu'on a peut avoir son mot à dire sur la couverture, c'est bien de dire, oh, moi, si jamais. Ah non, c'était cool là. Pour le coup, j'ai vraiment bien pu décrire l'ambiance que je voulais en fait. Alors, du coup, pour les auditeurs, vous avez vu, on n'a pas fait un guide comment faire une ambiance, surtout que c'est hyper spécifique parce que c'est pas la même chose pour une ambiance festive, une ambiance qui fait peur, voilà. Mais je pense que c'est peut-être des petites tips peut-être pour vous. Et puis n'hésitez pas à nous partager aussi si vous écrivez comment vous mettez en place des ambiances dans vos romans. Et je te propose maintenant de passer à la dernière partie où cette fois on va parler de nos lectures parce qu'on est toutes deux de grandes lectrices Et oui. et de partager des œuvres dont l'ambiance nous ont marqué et puis d'expliquer bah, pourquoi. Je te laisse commencer. Ok. Du coup, j'ai essayé de choisir des romans qui avaient des ambiances assez marquantes et en même temps très différentes les unes des autres. Et le premier, c'est Les Hauts du Hurlevent, qui est un roman assez éprouvant à lire des fois, qui est assez dur avec des personnages antipathiques qui se maltraitent un peu les uns les autres. Et en fait, ce roman se passe sur une lande brumeuse avec du vent, une vie un peu rigoureuse, des maisons en pierre, etc. Et justement, en fait, je trouve que l'écho entre la violence des personnages, de leurs relations, notamment la folie de d'Heathcliff, hein, qui va tout balayer sur son passage, trouve un écho en fait dans ce cadre un peu, dans ce climat un peu rude. Et je trouve que les deux viennent se renforcer et s'accentuer, avec en plus la plume de l'autrice qui est sans concession, un peu brutale, elle nous balance tout ça au visage. Et ça crée une ambiance, donc le mélange de tout ça, qui est assez frappante, assez marquante et un peu éprouvante du coup. Bah, tu sais, je pense que c'est parlant comme exemple ce que Léo Durlevent d'Émilie Brontë parce que moi personnellement j'ai pas lu le roman encore et j'ai pas vu d'adaptation.
je connais un peu l'histoire parce que c'est quand même un classique connu, mais même si j'ai jamais, été plongée dans l'œuvre, je visualise parfaitement l'ambiance alors que je l'ai jamais lu, tu vois? Et Parce ouais, que je donc pense que comme c'est quoi là vraiment il y a toute une esthétique ce qui fait aussi, mis à part l'histoire qui a l'air géniale, tu l'identifies tout de suite, quoi. et ça montre la force, en fait, des ambiances et du coup, pas forcément que dans le fantastique, hein. C'est pas du fantastique, les Hauts-de enfin, il y a des petits éléments un peu, surnaturels, mais c'est pas vraiment du fantastique, quoi. Et pourtant, l'ambiance, elle est hyper marquante et elle a traversé les générations. Ouais, c'est vraiment une œuvre qu'il faut que je découvre. C'est pour l'instant, j'ai lu Jane Eyre, moi, de sa sœur, donc Charlotte. J'avais beaucoup aimé aussi. Et j'ai hâte de découvrir les Hauts du Levant, parce que des fois on dit qu'il y a un peu 2 teams. Est-ce que tu es plutôt team Jane Eyre ou team Hauts du Levant? C'est ça. Mais je pense que Léo Durlevent, il peut être un peu violent à lire, en fait. Plus que Jane Eyre, Je je pense que pense. c'est oui, je pense que ce qui est aussi c'est pas 2 types de relations complètement différentes. Oui. Non. 2 visions de l'amour, complètement, qui ont rien à voir, quoi. Ah oui. Il faut pas prendre Léo Durlevent comme un roman d'amour, hein, c'est une erreur. Ah, pas du tout. C'est un roman de vengeance, en fait. Comme j'adore en plus tout ce qui est littérature gothique un peu, enfin, c'est même limite étonnant que je l'ai pas encore lu, j'ai envie de dire, la honte. Ah bah non, il faut pas. Ah bah ouais, bah moi j'ai une ambiance totalement différente à te présenter. Je sais pas si tu as déjà lu Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Oui. J'adore ce roman. Enfin, je l'ai lu en 2015, donc ça commence à dater. Et 2015 ou 2016, donc en gros il y a 8 ans ou plus. Mais en fait, j'aimerais bien le relire parce que déjà pour voir si je l'aimerais tout autant en ayant pris du recul, de l'âge, quoi. Mais aussi parce que en fait, je m'en souviens pratiquement pas de l'intrigue, mais par contre, l'ambiance, elle est restée, quoi. Je m'en souviens pas des détails, je sais que c'est une histoire d'amour un peu entre 2 magiciens qui sont issus de 2 cirques ennemis, qui ont été élevés pour s'affronter, un truc comme ça. Mais moi, ce que je me souviens, c'est vraiment, cette ambiance, je sais pas comment l'autrice, elle a réussi à l'instaurer parce que je l'ai lu il y a trop longtemps pour me souvenir de ces détails, mais ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment ce côté, magique. Alors on va me dire: «Da, Nina, c'est un livre sur des magiciens, automatiquement il y a de la magie», mais ce genre de magie, plus dans la magie, ce qui se dégage du roman, d'un réalisme magique, tu vois, cette sensation de rêve éveillé un peu, d'émerveillement presque enfantin, de douceur, de scintillement, cette esthétique un peu en noir et blanc qu'on a. Enfin, moi, je me souviens pas, surtout de ça, parce qu'on est dans des cirques, mais on n'est pas, de mémoire, on n'est pas sur l'ambiance festive, un peu burlesque d'un cirque avec des clowns et tout, tu vois, avec toutes les couleurs, la musique, les confettis. Non, non, on n'est pas du tout sur ça. On est sur quelque chose de plus délicat, un peu feutré, poétique surtout. Presque C'est en dehors ça. du temps. Je sais pas si tu avais ressenti ça aussi. Ah, complètement. Moi, c'est un livre que j'avais trouvé au niveau de l'action un peu longué, mais par contre complètement captivant au niveau de l'ambiance. Et moi, il me semble qu'elle joue énormément sur les petits détails. Je me rappelle d'une horloge avec tout un petit monde sculpté à l'intérieur qui s'anime. Il me semble qu'il y a aussi des bocaux. Quand on les ouvre, il y a des souvenirs dedans. Donc, quand on sent le bocal, il y a tout un souvenir Mm. qu'on vit, des petits plein de petites scénettes en fait qui sont extrêmement poétiques et vraiment comme ciselées dans le détail. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, la magie, l'un détail, ça fait tout, tu vois. Enfin, parce que c'est ce petit détail qui va marquer, quoi. Complètement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas prendre des détails un peu communs, mais d'aller choisir des détails un peu singuliers, quoi. Il me semble qu'elle utilise beaucoup les cinq sens aussi. Je me rappelle qu'il y a des odeurs de pommes d'amour, qu'il y a beaucoup le goût aussi. Oui, maintenant que tu me dis ça, ouais, ça me rappelle des choses. Si tu as lu La mer sans étoiles, dans un autre genre, il y a aussi une ambiance très marquante. C'est la même autrice en fait. Pas encore, mais du coup, comme j'avais beaucoup aimé Le Cirque des rêves, ouais, je l'ai acheté aussi. J'aimerais bien le lire peut-être cet automne et tout. Donc, Parce que là, c'est très vieille bibliothèque cachée. ah, je vais adorer alors. Bah toi qui t'intéresses au Dark Academia, je sais pas trop si c'est vraiment du Dark Academia parce qu'il y a pas d'étudiants, c'est pas vraiment une université, mais bon, c'est une vieille bibliothèque cachée, c'est vachement bien. Bah, tu sais, des fois, dans Dark Academia, il y a des œuvres vraiment. Il y a plusieurs degrés. T'as vraiment les œuvres Dark Academia où t'as des codes à l'université, etc. Et t'as des œuvres plus à l'ambiance qu'on va associer. Je sais que les gens associent souvent le portrait de Dorian Gray à ça. Ah Parce qu'il y oui, a ce côté, cette obsession pour l'art, la beauté, etc. Et je pense que ça fait partie de ces œuvres-là. Je pense aussi qu'il y a Piranèse de Susanna Clark qui est souvent citée comme une œuvre
un peu Dark Academia sans vraiment l'être, tu vois. D'accord. Oui, comme quoi c'est assez vaste, hein. Et je pense qu'il y a des inspirations sans que ça le soit totalement, à chaque fois. Mais voilà, du coup, j'avais cité le Cirque des rêves parce que même si je me souviens plus trop de toute l'intrigue, bah, là, je me souvenais parfaitement de l'ambiance et récemment, j'ai lu un roman auto-édité de Rosanne Iliano qui s'appelle Ereb. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé le Cirque des rêves par son ambiance aussi. Et même maintenant dans l'histoire, je me dis qu'il y a un côté un peu, c'est une histoire d'amour entre deux rivaux, donc de entre guillemets de famille ennemie, parce que c'est des gens qui sont capables de marcher en fait dans des rêves en fait. Et ils D'accord. doivent, il y a une lutte de pouvoir pour prendre le pouvoir sur Ereb, qui est ce royaume dans les rêves, tu vois. Et il y a vraiment une ambiance, bah du coup c'est littéralement le monde des rêves pour le coup là où t'as un château dans une forêt enneigée, t'as la neige qui tombe presque comme au ralenti, ce côté un peu hors du temps, une douceur, une mélancolie, je trouve, qui m'a un peu évoqué le cirque des rêves aussi. Donc, Ça a l'air si bien, faut jamais que je vous avez note. bien aimé l'un ou l'autre, lisez. Alors, par contre, il y avait, je trouvais qu'il y avait certaines longueurs aussi, tu vois. Mais ce qui Mmh. c'est vrai qu'il y avait aussi ça dans le cirque des rêves. Donc plus un roman à ambiance pour le Je coup. pense que ça fait partie du truc, hein. C'est comme La mer sans étoiles, c'est un peu contemplatif aussi. Donc si vous aimez bien ce genre d'œuvre, ça pourrait vous plaire, quoi. Est-ce que tu veux nous présenter un autre roman qui t'a marqué par son ambiance? Alors pour le deuxième, j'ai pensé à un roman qui est complètement opposé, au Haut de Hurlevent et qui est plus récent et c'est Légende et Latée. Et en fait, c'est une cosy fantasy, hein, donc déjà, ça en dit beaucoup. Et en fait, c'est l'histoire d'une orque mercenaire qui dépose les armes pour réaliser son vieux rêve, qui est de d'ouvrir un café dans une petite ville. Et du coup, l'histoire, c'est ça en fait. On la suit en train de choisir les murs, de faire ses travaux, de construire ses meubles, de choisir le pâtissier qui va créer les viennoiseries du café. Voilà, donc en gros, ça a l'air un peu ennuyeux dit comme ça, mais pourtant j'ai adoré lire ce livre parce que même si c'est pas trépidant, il y a une ambiance qui est hyper doudou, hyper cocooning et dans laquelle c'était un plaisir de se plonger. Alors là, pour le coup, l'auteur, il utilise beaucoup les cinq sens, hein, puisqu'il y a vraiment les odeurs de café en train de chauffer, de pâtisserie au four. Et puis, il y a tout comment dire, un univers autour des personnages qui est doux, qui est bienveillant. Il y a beaucoup d'amitié, d'entraide, etc. Et du coup, le tout mis ensemble, ça fait une ambiance assez cosy, assez agréable. D'ailleurs, en passant, c'est un peu le même type d'univers que dans Magic Charlie, donc la saga française, où là, pour le coup, on a vraiment un univers qui est très, très gourmand. J'ai noté une citation qu'elle dit qui m'avait marqué au tout début du livre. En fait, elle compare la lumière dorée du sud de la France à des croissants embeurrés tout juste sortis du four. Et cette citation est géniale parce que dans n'importe quel livre, ce serait un peu saugrenu. Et là, c'est totalement intégré au reste parce que c'est tout à fait ce champ lexical-là. C'est plein de fantaisie, c'est très mignon. Et les personnages aussi sont très gentils, très bienveillants. Et voilà, pour le coup, ces deux-là sont très cosy. Et c'est très opposé au haut de Hurlevent, quoi. J'avoue, tu passes d'un extrême à l'autre. Mais les deux sont très chouettes, hein. Mais... Ben, perso, moi, je les ai pas encore lus. Magic Charlie, je compte le découvrir pour découvrir ce qu'elle fait Audrey Alouette parce que j'ai lu d'elle Les Poisons de Cathars, mais c'est un ton très cynique, un peu à la Terry Pratchett aussi. Mais j'aimerais bien découvrir ce qu'elle a fait plus en jeunesse. Les gens délatés, j'ai pas encore lu, mais je compte, je pense, le lire parce que j'aimerais bien découvrir la cozy fantasy. Je connais pas du tout. Et j'ai vu plein d'engouement autour de ce genre et autour de ce roman, justement, que j'aimerais bien tenter le coup, moi aussi. Sinon, après, moi, je voulais te parler de Souvenirs de Marnie de Joanne G. Robinson. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, je l'ai lu, oui. C'est Monsieur Toussaint Louverture qui fait des magnifiques objet livre qui a Complètement. été adapté qui a été adapté au cinéma par les studios Ghibli, donc peut-être que les auditeurs connaissent le film. Et je sais pas si tu avais aimé, mais pour moi c'était une véritable rencontre. Alors je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun, comme toute lecture. Si l'ambiance elle résonne en nous ou non, mais moi pour moi ça a vraiment été le cas. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anna, qui est un peu mal dans sa peau. Elle a perdu ses parents très jeune, donc elle vit dans une famille d'accueil, etc. Et comme elle est pas bien, il l'envoie en vacances à la campagne, donc c'est à la campagne anglaise pour le roman. Cette ambiance de campagne, peu dans l'été, en Angleterre, non loin de la mer.
dans la façon où l'autrice, elle décrit la nature à travers ses yeux d'enfant. Puis aussi toutes ces histoires, il va y avoir une amitié avec Marnie qui est tellement belle qu'elle en devient universelle. Tu vois, tout ça, ça a un peu fait comme une Madeleine de Proust pour moi. C'est-à-dire que le récit m'a rappelé des vacances que j'ai pourtant jamais eues. Je suis jamais allée en Angleterre dans l'été quand j'étais petite. J'avais ça un peu avec les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Vraiment, ça D'accord. m'a tout de suite, ça m'a plongé dans les vacances d'enfants et puis ce côté de ce mal-être enfantin à l'aube de l'adolescence que je pense Mmh. que on a tous vécu d'une certaine façon, même si ce n'était pas orpheline, tu vois, mais des fois, parce que c'est un âge où on se construit, on se pose des questions. Cette histoire d'amitié avec Marnie qui est magnifique. Ouais, franchement, ça a été une lecture un peu plus mélancolique, mais moi, je penche plutôt vers ça, les lectures un peu douces, mélancoliques et tout. Mmh. Et j'avais eu un coup de cœur pour ce roman, moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est assez, spéciale aussi et j'avais pas trop conscientisé, mais comme tu dis, je pense que ça réveille quelque chose de l'adolescence, en fait. Ce côté un peu, ouais, le petit côté, l'ennui qu'elle ressent, le petit côté, le vague à l'âme, c'est vrai. Et puis, il y a aussi ce côté un peu, cette pointe d'imaginaire, parce que c'est un récit qui flirte un peu avec le fantastique. Oui. En fait, elle va faire la connaissance de Marnie qui vit dans une magnifique maison un peu sur l'eau, comme une île en fait. Et quand elle va vouloir y retourner, la maison a l'air abandonnée. Et tu te dis, Mmh. où est, et ça, c'est vraiment les rêves éveillés. Est-ce que elle a rêvé? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est ouais, et c'est vraiment le fantastique, le doute, où est la réalité, où est Mmh. l'enfance, où est le rêve que j'ai beaucoup aimé en fait. Il y a plus trop de notion du temps aussi entre le passé, le présent. C'est ça, ouais. Et Mmh. pour le coup, le film des studios Ghibli le retranscrit bien. Si j'avais pas, ça n'avait pas été un coup de cœur pour moi par rapport à d'autres films du studio. J'avais préféré le roman pour le coup, mais je pense que ça peut être une bonne introduction à l'histoire pour ceux qui veulent le découvrir. Ensuite, est-ce que tu avais un troisième roman à nous présenter? Oui. Ensuite, j'avais envie de parler de la saga Blackwater, que je sais que tu as Oui, lu parce que je l'ai vu sur j'adore. Instagram. J'avais beaucoup aimé, perso. Et je voulais en parler parce que je trouve qu'il y a une ambiance qui est vraiment très spéciale et qui pourtant est assez difficile à définir. Donc j'y ai réfléchi. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, ça suit une famille américaine du XXe siècle qui vit dans une petite ville sur plusieurs générations. Et en fait, la ville est bordée par un fleuve qui s'appelle la Perdido. Et en fait, les trois quarts de l'histoire, c'est les petites histoires de la famille avec pas mal de petites rivalités entre les femmes de la famille. Hein. C'est un côté assez banal, quotidien. On se croirait presque dans la petite maison dans la prairie, des fois. Hein, c'est un peu de ce niveau-là. Et, euh, et de temps en temps, en fait, il y a une scène surnaturelle, limite horrifique, où on voit, en fait, alors ça reste très mystérieux, mais on sait qu'il y a des créatures surnaturelles qui peuplent le fleuve, et il y en a une qui, de temps en temps, il y en a une qui commet un meurtre, en fait, c'est assez gore. Hein. Et alors, les deux histoires sont quand même liées, puisqu'il y a une des... on le comprend dès le début du premier tome, hein, donc je le dis, une des créatures qui prend forme humaine pour s'infiltrer dans la famille. Mais malgré tout, je trouve que ce contraste entre le quotidien de cette famille et les scènes un peu horrifiques surnaturelles apporte une sorte d'atmosphère hyper spéciale, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est vraiment, il a trouvé le juste milieu, je trouve, entre l'horreur et le roman de mœurs, pratiquement, parce qu'on vraiment, le saga familial, tu vois. Mm. Puis il y a le côté feuilleton aussi, vu Oui. que l'éditeur a eu la bonne idée de publier, c'est des petits tomes qui ont été publiés à 2 semaines d'intervalle, en fait. Mm. Et en fait, il y a vraiment ça, quand il y a cette espèce de quotidien qui s'installe dans la vie de la famille, on va suivre le couple, puis les enfants, puis les petits-enfants, etc., va s'installer. T'as la vie de la famille, des rivalités dans la ville, la Syrie, etc. Et puis de temps en temps, t'as une scène complètement horrifique. Et tu m'as dit que ça te secoue un peu, et ouais, et quand En tu, plus, tu c'est suis écrit de manière très froide et anatomique, je trouve. mais il y a certaines scènes dans le tome 1, quand j'ai découvert, je fais, ah, oh là, la scène de la voiture, là, Ah oui, c'est la on dirait première en plus, je crois. je crois qu'il y a le petit garçon avant. Il Ah y a une oui, scène avec un d'accord. petit garçon qui m'a. Mais ça, et moi, quand j'avais fait l'épisode sur les lectures qui m'avaient fait peur, j'avais cité le tome 3.
Oui, c'est le Il y a meilleur. une scène avec la penderie. Ouais, c'est le tome où il y a plus d'éléments surnaturels, je trouve. Oui, c'est ça. Mais la penderie, c'est la terreur enfantine, en fait, hein, c'est terrible. Et ça, vraiment, cette ambiance, le fait, ah, ça m'a foutu vraiment mal, quoi. Ah, c'est Complètement, ouais. et ça revient, et c'est un truc qui revient mais jusqu'à la fin du tome. J'ai adoré la fin, comment le tome se termine et C'est qui ça. revient aussi un peu, jusqu'à la fin de l'histoire, parce qu'il y a 6 tomes en tout. Ah oui, j'ai adoré et je trouve qu'on ressent bien cet aspect, cette atmosphère. Fait chaud, c'est en Alabama, je crois, donc dans le sud des États-Unis. Il fait chaud, c'est suintant, l'humidité, les Mmh. moustiques, l'eau qui est rouge, boueuse, tu vois, Les 2 mecs qui font de la magie noire avec des os de poulet. Ouais, ouais, oui, le personnage dont on parle, qui a les cheveux auburn roux, qui rappelle l'eau de la Mmh. rivière, qui est une eau rouge quand même, c'est pas rassurant. Et je comprends parfaitement, c'est le côté un peu southern, gothique, tu vois, ce gothique du sud des États-Unis, C'est un peu. ça. Mmh. Il y a un peu ça aussi dans certaines œuvres de King, de Stephen King, je trouve. C'est Mmh. vraiment l'Amérique un peu profonde, etc. Puis là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une évolution, puisqu'on suit plusieurs générations. Et Ça oui. commence début des 20e et on dépasse la Seconde Guerre mondiale au bout d'un moment. Donc, Mmh. Et puis c'est un côté cyclique, ah en oui, fait. j'avais adoré. Oui, oui, aussi, ouais. Et c'est marrant d'en parler parce que c'est vrai que au début, je me disais, il y a une atmosphère spéciale dans cette saga et je saurais pas dire pourquoi. Et encore une fois, je pense que c'est Bah, en fait, c'est le contraste entre et le mélange de choses qui sont peut-être pas habituellement mises ensemble qui va créer une atmosphère originale, en fait. bah c'est ça. On a peut-être un conseil à donner là, le contraste, le mélange. J'avais un autre roman à citer qui, pour le coup, on change encore complètement d'ambiance, surtout qu'on part à Blackwater. On va Ouais. passer du chaud au sointant au froid. C'est une œuvre que j'ai déjà citée dans un épisode, c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Ah oui. Et j'ai adoré aussi. Si, si, j'ai adoré cette trilogie. Et là, je voulais surtout parler du premier tome, parce que je trouve que c'est vraiment le tome 1 c'est vraiment un roman à ambiance, quoi. Même, j'ai vu que ça a été un reproche pour certains lecteurs, parce que dans les tomes suivants, il y a un peu plus d'action. Mais vraiment, le premier tome, il a un rythme assez lent, presque contemplatif, pour que, tu vois, l'autrice, elle prend le temps de poser les enjeux, les personnages, Mm. mais surtout vraiment cette ambiance. Donc pour ceux qui ne se situent pas, on est au cœur de la campagne russe, donc il faut vraiment penser la forêt enneigée, enfin voilà, il Mm. fait froid, c'est vraiment dépaysant et elle a une façon de l'écrire qui fait qu'on s'y croit vraiment, quoi. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais le bout des doigts qui gelait et que j'étais au coin du feu à écouter les histoires des contes russes, tu vois. Mm. Et je trouve que c'est grâce, en réfléchissant, moi je pense que c'est grâce à, il y a une certaine proximité que l'autrice elle instaure. Par exemple, tu vois, Vassia, donc le personnage principal, on la voit grandir, on la suit dans son quotidien Mm. et dans sa façon de voir le monde, dans sa façon d'être avec sa famille. Puisqu'en fait, elle est capable de voir les esprits donc, du folklore russe, l'esprit du foyer, l'esprit des chevaux, la roussalka, cette créature aquatique et tout. Donc ces petits êtres du folklore, elle va les voir, mais en fait, ta narration, elle en fait pas des caisses. Elle va pas nous faire comprendre à quel point c'est exceptionnel ou étrange que elle le voit. Parce qu'en vrai, les autres le voient pas, ces esprits, tu vois. Non, Mm. ils sont là et c'est tout. En fait, pour elle, c'est naturel et elle va converser avec eux sans s'en étonner, tu vois. Et je trouve que ça sort vraiment une proximité qui fait qu'on est vraiment plongé dans cet univers entre historique et merveilleux, mais complètement Mm. naturellement, tu vois. C'est ça, elle incorpore le merveilleux de façon naturelle sans qu'on le sente passer. Et je trouve que ça épouse bien ce côté un peu plus historique du roman aussi qu'on a, parce qu'il y a la cour de Russie, tout ça, Mm. du Grand Prince, de Moscou et tout. Et je trouve que c'est bien, le fait, elle n'est pas allée avec du gros sabot pour instaurer une ambiance efficace, mais elle arrive à la faire durer dans le temps, et justement, même en dehors de la lecture, ce que je disais au début d'épisode, c'est ça pour moi une ambiance réussie. Et quand je pense à un roman hivernage, je pense directement à cette œuvre, quoi. C'est vrai, il est génial. Et moi, je me suis pas ennuyée une seconde, hein. Euh, Mais c'est vrai que l'ambiance est Bah, j'ai super adoré réussie. aussi, hein, ouais. Et c'est vrai que c'est naturel. Et comme on voit un peu le monde par ses yeux, finalement, quand il y a l'arrivée du christianisme qui vient justement se confronter en fait à ce folklore un peu traditionnel, on le vit avec elle un peu comme une intrusion en fait. C'est ça, ouais. Le personnage du prêtre, là, le père Ah oui. Constantin, Mm. qui est un antagoniste qui me fascine, mais il y a un côté très dérangeant parce que c'est Mm. vraiment
ouais, cette intrusion dans cet univers paisible, etc. Et puis il va représenter un danger en tant que incarnation de cette religion qui va effacer les petits aides du folklore, mais aussi en tant qu'homme face à une jeune fille, parce qu'il y a le côté un peu misogyne, superstitieux, un peu cette attirance, un peu... il la déteste, mais il la désire un peu aussi, tu Et vois. je pense qu'il la déteste parce qu'il la désire et que justement C'est ça, ouais. ça le perturbe dans Ah ses oui. valeurs, quoi. Et c'est vraiment une figure du fanatique aussi par rapport à sa religion qui est intéressante. Ah oui, oui, il est tellement dans ses idéaux, dans ses croyances, etc., que même quand il y a un personnage qui va venir, un esprit qui va venir le tenter, lui, il va interpréter ça différemment. Il y a une sorte de corruption qu'il accepte plus ou moins ou non, qu'il va renier, parce qu'il est tellement dans ses croyances qu'il a la tête il n'arrive plus à sortir la tête hors de l'eau, quoi. Mais c'est vrai que c'est un Ouais. antagoniste très intéressant et on n'en voit pas trop des antagonistes de ce type-là, en fait. Ah, j'ai adoré le détester, il m'a fasciné, quoi. Mm. Je le trouve plus intéressant que le fameux ours du titre même. Même si C'est l'ours, il a vrai. quand même son truc, quoi, mais moi, le père Constantin, c'est un homme, en fait. Mm. Il est humain, et c'est ça qui est flippant, parce que des gens comme ça existe. Parce qu'il Mm. a un charisme, en fait, il rallie des Et oui. foules face à lui. Donc, des leaders charismatiques comme ça, qui veulent pas ton bien, ça existe. Et c'est ça qui est terrifiant, le personnage. Et Et oui. il a un côté pathétique aussi, un peu aussi. Il a plein de facettes qui sont très humaines aussi, hein. C'est aussi ça qui marque et qui fait peur. Voilà, donc on a un peu dévié sur les antagonistes. Et oui, mais l'ambiance, c'est aussi ça, je C'est pense. ça. Donc voilà pour ma dernière recommandation livresque. Qui est très chouette. Ouais, c'est bien parce que on les connaissait. Enfin, pour le coup, tu connaissais les trois que j'ai cités. Tu plus sois, tu es C'est d'accord ça, je avec. plus sois. Et tu sais que j'avais même pensé à, quand on a parlé de ce podcast, j'avais même pensé au Cirque des rêves, en fait. Ah ouais, comme quoi, vraiment, je pense qu'il marque souvent les lecteurs par rapport à ça. Il marque On en, vraiment et c'est on vraiment en un roman entend plus trop, d'ambiance. on en entend plus trop parler maintenant, j'ai l'impression, parce qu'il est quand même sorti il y a bientôt 10 ans, je crois. Et Mais ouais, oui. c'est si jamais vous le connaissez pas, foncez quoi, il est super. Alors c'est The Night Circus en anglais. Et je crois qu'à l'époque, ils avaient fait une très belle version avec la tranche qui était rouge. Et pour le Ah, c'est coup, celle que j'ai, ouais. ah, bah, moi je l'ai pas, Elle est magnifique. j'empoche. Et pour le coup, je trouve que ça se justifie pour un roman d'ambiance comme ça, d'avoir un très bel objet livre, tu vois. Mais on me l'avait donné offert en poche et je l'avais racheté moi pour avoir celle rouge là. Je À comprends. quel point que j'étais grave quoi. Non, non, je comprends. Surtout que c'est tellement un livre qui parle de petits détails jolis. Il parle c'est vrai que ça parle aussi beaucoup de beauté, je sais pas comment dire, hein, d'art, de beauté. Je trouve que pour le coup, l'avoir Oui, en oui. belle version, ça va bien. Je te propose qu'on arrive à la conclusion de cet épisode. On a Ok. bien parlé, je pense qu'on a fait à peu près le tour, même si on pourra jamais aller en profondeur, sinon on pourrait parler des heures et des heures. Mm. Mais pour conclure cette belle discussion, je te propose de parler de tes actualités, de tes futurs projets, même si on l'a déjà un peu évoqué pour ton tome 2 par exemple. Quelles sont tes actualités? Alors, bah, du coup, là, comme je disais, le tome 2 de Redstone qui s'appelle Dark Abyss va sortir le 2 mai 2024. Voilà, donc ce sera la fin de la duologie. Et sinon, sinon en ce moment, depuis quelques semaines, j'écris un autre roman qui est toujours de la fantasy young adulte, mais qui est dans un tout autre univers, parce que moi, j'adore varier les atmosphères, justement. Ouais, ça tombe bien que je savais pas qu'il sortait bientôt, en fait, ça va arriver vite, donc ça tombe bien, l'épisode sortira à peu près aux alentours. Bah, il sort le 15 avril, donc ça Oui, pourrait faire une avant-première, un avant-goût de la sortie de ton roman, quoi. c'est ça, mais normalement, on découvrira la couverture juste avant la sortie de ton podcast, du coup. Oh, parfait. Enfin, Enfin, moi, j'ai déjà vu, hein, mais voilà, on sait déjà dans quelle couleur elle sera là. c'est ça. Et pour ce prochain nouveau roman que tu travailles, il y a moyen d'avoir une petite indication justement sur l'ambiance? On sera sur quoi? Ou tu préfères ne rien dire? Alors, l'atmosphère, ce sera un peu type Tim Burton, Oh, c'est-à-dire génial! un peu dark, mais avec beaucoup de fantaisie aussi. Oh, génial! Oh, j'ai hâte. Bon, faut déjà que je te laisse le temps de l'écrire, hein, j'ai pas... mais j'ai hâte.
Ah bah cool. Et enfin, est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te trouver, si les auditeurs ont envie de te suivre? Et ben, on peut me retrouver sur mon compte Instagram, donc c'est la.parenthèse.imaginaire, ou sur mon blog laparenthèseimaginaire.com, donc là tout attaché, où je publie des articles sur l'écriture, avec plus ou moins de régularité, Et mais donc, ça aura bientôt 10 ans. Et tu mais fais oui. aussi des kits d'écriture. Est-ce que tu en fais encore? Je sais qu'un temps, tu proposais à la vente des kits d'écriture. Oui, oui, j'en fais C'est toujours. encore le Bah, cas? d'ailleurs, il continue à se vendre, hein. Mais là, je devrais en sortir un nouveau dans les mois qui viennent. Et puis, je vais essayer de créer un carnet d'écriture. Tu sais, les carnets avec les fiches personnages, les frises chronologiques et tout. J'ai assez envie de faire ça. Ça, c'est super utile, surtout pour les architectes comme nous, je Bah, pense. c'est ça. Toi aussi, donc t'es très architecte aussi? Oui. Je me Ah, suis reconnue tout à l'heure quand tu as parlé bah, pour les scènes, tu prépares les enjeux, etc. Moi aussi, j'ai des plans par chapitre, moi. c'est ça. Bah, J'ai des plans de romans et j'ai par chapitre, j'ai des trucs détaillés, en fait. C'est dingue, quoi. Je dis, calmos, ma cocotte, là. mais non, mais c'est fou Non, parce que non, moi, mais je ça, suis toujours fascinée d'à quel point on peut être différent d'un auteur à l'autre, parce qu'il y en a qui ne supportent pas de structurer, et d'autres comme moi qui ne supportent pas de ne pas structurer. bah, Comme les nous. jardiniers, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font pour se lancer comme ça et voir où ça va les mener, je pourrais pas, moi. J'aurais trop peur de m'égarer. Mais c'est ça, moi je pense que je prendrais même pas de plaisir à écrire, j'aime bien structurer. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de jardiniers qui perdraient tout goût à écrire s'ils structuraient, tu vois, s'ils savaient à l'avance ce qui allait se passer. Ouais. C'est c'est vraiment une question de Mmh. personnalité, quoi. Je pense que un jour, je ferai un épisode sur la structure d'un roman et j'inviterai un jardinier ou une jardinière justement pour Pour comparer notre découvrir façon de ses faire. secrets. Mais c'est Stephen King qui dit dans son livre Mémoire, Écriture, mémoire d'un métier, il dit, lui, il conseille, alors pour le coup, c'est vraiment fait comme moi, hein, il conseille à fond de ne pas faire de plan et de ne pas savoir du tout ce qu'on écrit. Mais non, moi je pense que vraiment chacun sa méthode, quoi. J'ai essayé de le faire une fois, c'est pour Sous un carré d'immortel, donc qui sort au Mhm. mois de juin, là, au Chat Noir. Mais Bravo. enfin, j'étais plus archinière, tu vois, archinier, là, un mélange entre les deux. Chigné. Donc, j'avais pas, ou jarditech, je sais pas comment tu veux, mais en fait, j'avais pas de plan détaillé, mais je savais, j'avais quand même un fil rouge et je savais quand ça finissait, tu vois. Hmm. Mais et aussi, c'est parce que c'est une novella, donc c'est un format beaucoup plus court. Et ça J'aurais t'a jamais, plu il y du avait, coup? ça allait, ouais. Mais j'avais pas l'impression d'être non plus, de perdre pied, tu vois. Je savais, mais c'est parce que j'avais une unité de lieu, c'est un peu un huis clos et il y a pas beaucoup de personnages automatiquement. C'est comme dans Miranda, tu vois, c'est une Hmm. novella automatiquement, c'est plus restreint. Dans un roman, jamais je pourrais faire ça. Je serais capable de me contredire, c'est sûr, hein, sur certains points. Surtout quand c'est des intrigues où il y a des révélations, des enquêtes, des trucs comme ça. Mais moi, j'aime bien laisser des indices, tu vois. Ben oui, mais en fait, je crois que les jardiniers réécrivent énormément. Et du coup, ils réécrivent beaucoup plus que les architectes. Parce qu'ils vont aller changer des choses pour qu'il y ait une cohérence, ils vont mettre les indices, etc. après coup. C'est ça. Moi, pour le coup, j'ai un premier jet assez propre. D'accord, ouais, pareil. Quand je le réécris, je me dis c'est pour assister plus sur des ambiances, etc., pour voir s'il y a Mm. quand même la cohérence dans le parcours des personnages. Mais je vais pas faire une réécriture trop poussée non plus, tu vois, ça reste des passages ici et là, quoi. Et ouais, c'est ça. Faut choisir le moment où on se prend la tête, quoi, avant ou après. Bah, du coup, sur ce, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast. J'ai adoré avoir cette conversation avec toi. Bah moi aussi, merci beaucoup, c'était un plaisir. Je te souhaite de bonnes lectures, de une bonne continuation pour tous tes projets, que ça soit ton blog ou tes prochains romans. Pour tous nos auditeurs, je vous souhaite aussi de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier.
En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!